Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on va commencer la correction de l'examen blanc ou bien d'un examen blanc par rapport au module Machine Learning, d'accord? Donc aujourd'hui, en fait, c'est la première séance après le déconfinement. Donc on est en blended learning, c'est-à-dire il y a des étudiants maintenant qui sont en salle à côté de moi. Il y a d'autres qui nous rejoignent en ligne. Allez, je vous demande, s'il vous plaît, en fait, d'aller, c'est-à-dire sur le lien, en fait, de l'examen blanc. Je vais vous envoyer pour une deuxième fois le lien. Comme ça, vous pouvez, c'est-à-dire participer au cas où. Allez, je commence en fait par la première partie. Bon, je commence en fait par une description générale de l'examen. Donc la partie numéro 1 traite tout ce qu'on appelle la régression multilinéaire, d'accord? Régression multilinéaire. Ok, c'est un classique, hein? C'est un classique. Donc je vous donne ici un problème. En fait, je voulais vraiment vous donner un exemple lié à une analyse des données financières. Ce sont des données financières ici. Hein. Voilà, on se propose de construire un modèle permettant de prédire les ventes semestrielles d'un produit agroalimentaire. Ah non, pardon. Non, ça c'est du retail business. En fait, les données financières se trouvent après, dans la partie ACP. Pardon. C'est dans la partie ACP où on trouve les données. Voilà, les données financières, c'est la partie numéro 3. C'est un bilan financier d'une entreprise. J'espère que tout le monde a regardé l'examen. Hein. B. Donc, puis, la quatrième partie traite quoi? Qu'est-ce qu'elle traite, la quatrième partie? Et finalement, elle traite en fait des questions générales. Des questions générales, ok? Non, c'est en français, en fait. On va passer Et la deuxième partie, voilà. Et la deuxième partie, en fait, c'est une partie qui traite la classification, d'accord? Allez, on va commencer par la première partie. Et je mets en ligne, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à aller de m'interrompre ou de poser des questions. Allez, on commence. Donc, je lis pour vous. Hein. On se propose de construire un modèle permettant de prédire les ventes semestrielles d'un produit agroalimentaire. D'accord? Donc ici, l'idée, c'est que moi, je vous donne des colonnes. Hein. Une colonne ou bien une variable besoin du marché, une variable remise au grossiste, une variable prix de produit, une autre variable budget de recherche, investissement, publicité, c'est-à-dire les dépenses en publicité, frais de vente, total budget publicité de la branche, d'accord? Puis, le but c'est quoi? Le but, en fait, c'est de prédire la variable cible. La variable cible, eh ben, c'est les ventes semestrielles, d'accord? On veut prédire les ventes en fonction de ces variables. Comment? Oui, en fait, la variable cible, ici, c'est les ventes. Hein. Enfin, il suffit de lire. Hein. Déjà, tu lis régression linéaire multiple. Donc, quand on dit régression, c'est de l'apprentissage supervisé ou bien de l'apprentissage non supervisé? En fait, c'est de l'apprentissage supervisé. Alors, nos données possèdent cette structure. C'est-à-dire, nous avons en fait une matrice rectangulaire, c'est une matrice rectangulaire, d'accord? Ok? X qui contient n lignes et petit m colonne. Petit m colonne, d'accord? Puis nous avons une variable cible qui appartient à m n1 de R. Donc c'est une matrice colonne, n ligne, une seule colonne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'il faut avoir ça en tête. Hein. Bien sûr, les colonnes, on connaît les colonnes ici. C'est-à-dire les colonnes sont tout simplement besoin du marché, remise au grossiste, prix du produit, ainsi de suite. Okay? Bon, il s'agit en fait d'un QCM. Donc le problème, c'est que je me suis dit,
Je vous donne quand même les résultats. C'est-à-dire, c'est à vous d'interpréter les résultats. Après, peut-être le jour J, je pourrais quand même vous donner des données. Hein. Je vous donne un fichier contenant des données. C'est à vous d'écrire le code pour faire la régression multilinéaire. Vous aurez accès comme ça à vos notes de cours. C'est bon? Vous êtes... Donc j'aimerais bien que vous sachiez, c'est-à-dire vous mettiez dans vos têtes la structure des données. Il s'agit d'un apprentissage supervisé, puisque nous avons une variable cible. Et on connaît la nature de chaque colonne. Très bien. Allez, c'est quoi le but ici? Le but, en fait, c'est d'expliquer les ventes. On veut expliquer les ventes en fonction des autres variables. En fait, afin de faciliter la tâche, on va travailler avec un modèle multilinéaire. Un modèle linéaire, mais multiple. C'est-à-dire un modèle multilinéaire. Il ne faut pas négliger les modèles linéaires. Là, je suis en train d'encadrer un étudiant dans une banque tunisienne, c'est-à-dire dans une grande banque tunisienne. Ils sont en train d'analyser leurs données avec un modèle multilinéaire. C'est-à-dire, c'est vrai, vous avez étudié des algorithmes qui font peur. Random Forest, XGBoost, CatBoost, LightGBM, des algorithmes vraiment très sophistiqués. Mais il ne faut pas quand même oublier l'importance de ces modèles linéaires. Voilà. B. Allez. Donc, à l'aide en fait, de Python, à l'aide de R, peu importe, en fait, en R, vous utilisez la fonction LM. La fonction LM, peu importe. Et bien, vous allez réaliser cette régression. Enfin, à la fin de la journée, regardez le modèle qu'on va utiliser. Y, c'est l'entrevariable cible, est égal à A0 plus A1, X1. Avec X1, c'est la première colonne. La première colonne, c'est quoi ici? C'est besoin du marché. Plus A2, X2. C'est quoi X2? X2, c'est RG, remise au grossiste. Plus 3 points anti-expansion, plus AM, XM. Attention, A0 ici, A0 ne représente pas un coefficient. En fait, c'est l'ordonnée à l'origine, intercept. D'ailleurs, si tu vas à Scikit-Learn, si tu vas à Scikit-Learn, en fait, tu ne vas pas trouver A0 dans les coefficients. Est-ce que vous êtes d'accord? Juste, je regarde. Oui. Comment? Oui. Oui. Lisez-moi ça. On se propose de construire un modèle permettant de prédire les ventes. Donc, c'est quoi notre variable cible? C'est les ventes. Non, ici, il n'y a pas de colonne. En fait, je n'ai pas donné cette structure de données. C'est à toi d'imaginer cette structure de données. C'est à toi d'imaginer cette structure de données. Sinon, moi, je t'ai donné des résultats, les résultats du modèle. C'est à toi d'interpréter le résultat. C'est une possibilité. Hein. C'est-à-dire, je peux quand même vous donner des données. Je vous donne un fichier. C'est-à-dire, le jour J, je vous donne un fichier, je vous demande d'analyser. Mais c'est trop compliqué. C'est-à-dire, j'ai peur que on va perdre la moitié de la promotion avec ça. Au moins, là, vous allez quand même analyser doucement. Vous aurez de la matière. Vous pouvez quand même répondre à plusieurs questions. Enfin, d'après mon expérience, même à des ingénieurs, quand on donne un fichier, on leur demande d'analyser le fichier pendant la séance de l'examen, parfois, on se trompe même dans la lecture du fichier. C'est-à-dire, il y a même des étudiants ingénieurs qui n'arrivent même pas à lire le fichier. Et là, c'est catastrophique. C'est-à-dire, tu ne vas pas pouvoir répondre à n'importe quelle question. Donc, moi, j'ai voulu ici, quand même, vous donner le résultat et c'est à vous d'interpréter. B. C'est clair. Donc, allez, on va commencer. Première question. Bon, je disais quoi? Je disais attention, et je mets attention, A0, ce n'est pas un coefficient.
C'est une constante. A0, c'est une constante. Donc, même quand tu vas à scikit-learn, quand tu utilises scikit-learn, et par exemple, tu fais from scikit-learn, linéaire modèle, importe linear regression avec L majuscule. Et tu instancies le modèle. Tu instancies modèle égal à linear regression avec L majuscule. D'accord, entre deux parenthèses. Quand tu veux en fait récupérer le A0, tu ne fais pas point QF. Tu vas faire point intercept. Intercept. Qu'est-ce que ça veut dire intercept en français? Ordonné à l'origine. Ordonné à l'origine. Par contre, pour les coefficients, il suffit de faire modèle QF. D'accord? Et là, vous allez, enfin, plein d'étudiants vont tomber dans le piège après. Attention, A0, ce n'est pas un coefficient. C'est une constante. C'est une ordonnée à l'origine. Les coefficients, en fait, à chaque colonne, on va effectuer un coefficient. X1, X2, X3, Xm. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok, nickel. Hein? Ok, allez, on va commencer. Donc, question numéro 1. En étudiant individuellement les coefficients liés à chaque variable explicative, le nombre de variables significativement pertinentes. En fait, il faut garder ça en tête. Quand on te donne plusieurs variables, pas toutes les variables contiennent de l'information. Ma'loum. Pas toutes les variables contiennent de l'information. Il existe des variables qui ne contiennent pas de l'information. Et bien, comment on sait? On sait ça à l'aide d'un test d'hypothèse statistique. Et bien, c'est un test de Fisher. D'accord? On va réaliser un test d'hypothèse statistique. Regardez là. Là, nous avons en fait la valeur de notre constante, intercept ou bien ordonnée à l'origine. Voilà. L'erreur sur cette constante. Puis, nous avons les valeurs estimées. Ce sont des estimations. Les valeurs estimées des différentes variables. Voilà, des différents coefficients, pardon. Coefficient numéro 1, 2, 3, 4. Après, on trouve les erreurs. Regardez, par exemple, ici. S'il vous plaît, regardez ici. Remise au grossiste. On trouve 1,6. Plus ou moins quoi? Si on travaille avec un seul sigma. Plus ou moins 3. C'est comme si, toi, je te dis, tu as eu combien en machine learning? Tu vas me dire, j'ai eu 15. Plus ou moins 30. C'est-à-dire, il y a un risque d'avoir 0. Il y a un risque d'avoir 20. Enfin, il y a une possibilité d'avoir 20. Est-ce que c'est clair, cette histoire de valeur et erreur? Ça, c'est l'estimation des coefficients. Et là, ce sont les erreurs qui entachent cette estimation. C'est clair? Allez. En fait, oui, mais tu as un outil plus fort que ça, Riyad. Tu as un outil plus fort que ça. Tu as en fait la signification statistique. Donc, je vous conseille, qu'est-ce que vous allez faire? Car peut-être vous aurez ça dans l'examen. C'est-à-dire régression multilinéaire ou bien régression linéaire. Il faut directement aller à la signification statistique. Tout d'abord, hein, attention. Il faut lire le seuil de signification. Quand égal ici le seuil de signification statistique, 5%. On travaille avec un risque de 5%. Enfin, je pourrais vous donner un risque de 1%. OK? B. Allez, donc, on va prendre le premier coefficient. On va oublier la constante pour l'instant. Le premier coefficient, besoin du marché. À quoi est égal à la signification statistique? 0,009. Est-ce que c'est supérieur à 5% ou bien inférieur à 5%? Inférieur à 5%. Ça veut dire que la variable ayant ce coefficient est une variable statistiquement significative, avec un risque est égal à 5%. Voilà. Ça veut dire, est-ce qu'on peut jeter cette variable du modèle? Non. Cette variable joue dans le modèle. Cette variable contient de l'information. Selon quoi? Selon un modèle multilinéaire. D'accord? Donc, on garde ce coefficient, ou bien cette variable, besoin du marché, on le garde. Allez, on passe au deuxième coefficient.
remise au grossiste. Qu'est-ce qu'on trouve comme... on trouve en fait 0,614. Est-ce que c'est supérieur à 5% inférieur? Supérieur, on jette. Ça veut dire en fait que ce coefficient, que cette variable ne contient pas de l'information. Sinon, s'il vous plaît, regardez-moi cette colonne. Enfin, ces deux valeurs. En fait, par rapport à RG, c'est 1,6, plus ou moins 3,2. Quand même, il y a une grosse erreur. Ça veut dire que le modèle détermine le coefficient avec beaucoup d'erreurs. C'est clair? Bon, allez, pour prix, est-ce qu'on garde ou pas? On jette. Pour BR, on jette. Là, par exemple, pour cette variable, c'est moins 3, plus ou moins 6. Si on travaille à 80, si on travaille, en fait, à 67%, c'est-à-dire à 1 sigma. Si on travaille 2 sigma, c'est encore plus pire. Je parle par rapport à l'intervalle de confiance. Donc, il y a un risque que cette variable, que ce coefficient soit nul. Donc, si le coefficient il est nul, eh ben, est-ce qu'on peut garder sa contribution dans le modèle? Non. Imaginons, si le coefficient est nul, bon, on y passe. C'est clair? C'est clair? Allez, si on généralise maintenant sur tous les coefficients, quel coefficient on va garder? En fait, nous avons ce coefficient, et l'ordonnée à l'origine. Attendez, là, j'ai quoi? Là, j'ai... ça, c'est 1%, oui. Donc, on garde. Allez, donc, l'origine, on ne compte pas l'origine. Donc, si on veut répondre à cette question, en étudiant individuellement les coefficients, j'ai dit bien les coefficients, liés à chaque variable explicative. C'est quoi le nombre de variables significativement pertinentes? 3. Voilà, 3. Oui. Non, tu ne regardes pas T. Non, c'est trop compliqué. Personne ne fait ça maintenant. Là, en 2020, personne ne regarde T. Tout le monde regarde en fait le p-value. Non, mais c'est une bonne question. Allez, malgré que ce n'est pas mon métier, hein. Normalement, vous avez vu ça. Bref. Bref. Allez, je vous trace la distribution du Fisher. Où on trouve T? T se trouve ici. T se trouve ici. Eh bien, le p-value, il est là. D'accord? C'est clair? Je vous conseille quand même, moi je vous conseille de regarder quand même le p-value. C'est-à-dire en machine learning moderne, on regarde ça. C'est clair? Bien évidemment, avec un test d'hypothèse statistique unilatéral, car il existe en fait d'autres tests d'hypothèse statistique bilatéraux. Ça va? Ne regardez pas T, regardez juste la signification statistique. Et comparez ça soit à 5%, soit à 1%, soit en fait au risque fixé. Et toi, tu fixes le risque avant ton analyse. Ok. Allez, on va regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions côté... Ils sont en train de m'entendre de l'autre côté, même si je suis loin. Nickel. Allez, on va passer à la deuxième question. En se basant sur le résultat des coefficients de détermination, le modèle construit est un modèle de bonne qualité, mauvaise qualité, qualité moyenne. On ne peut pas conclure très bonne qualité, très mauvaise qualité. De bonne qualité. Ah, regardez. Le R au carré est égal à 0,8. Le R au carré est proche de 1. B. On peut dire, il s'agit d'un bon modèle. Après, attention,
les valeurs de R au carré sont trompeuses. Si toi, tu prends 3 points, prenez 3 points, passez une droite, calculez R au carré, vous allez trouver 0,7. Est-ce que c'est statistiquement significatif? Non. Par contre, quand on trouve, enfin quand même, de manière générale, quand on trouve une valeur de R au carré assez élevée, ça veut dire qu'il s'agit d'un bon modèle. Mais il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut aller aux tests d'hypothèses statistiques. Les statisticiens font ça. Les gens qui font du machine learning moderne ne font pas ça. Et bien pourquoi? Car les gens qui font du machine learning moderne travaillent avec du big data, avec quelques millions de lignes. À partir en fait de 100 000, 1000, 500 000 lignes, on n'a plus besoin de réaliser des tests d'hypothèses statistiques. Même que les statisticiens nous demandent de faire ça. Car les statisticiens travaillent avec 30 lignes, avec 40 lignes, 25 lignes, avec peu de statistiques. Est-ce que c'est clair cette histoire de peu de statistiques, beaucoup de statistiques? Vous, à notre jour, dans vos entreprises, vous allez travailler avec beaucoup de données. On est dans un contexte big data. Mais ça ne vous empêche pas peut-être de bosser avec des médecins. Cette année, avec le Covid, quoi. Nous avons attendu à peu près quelques semaines pour récupérer des données, pour pouvoir converger les modèles statistiques. C'était en fait une catastrophe par rapport aux prédictions. C'est clair? Donc, maintenant, s'il vous plaît, le R au carré ajusté, c'est bien de le regarder, mais on le regarde quand on veut comparer deux modèles. Et ça m'amène à vous tracer cette courbe. C'est une courbe en fait hyper importante. Là, je mets complexité du modèle. Et là, je vous trace R au carré. Ajusté. En fait, plus le modèle devient complexe, Donnez-moi un modèle linéaire, enfin, le modèle linéaire le plus simple au monde. Même pas. Y est égal à une constante. Une droite horizontale. On va trouver un R au carré. Bon. Puis, donne-moi un modèle un peu plus compliqué. Enfin, y égale à x plus b. Deux paramètres. Donc, plus le nombre de paramètres augmente, R au carré ne cesse d'augmenter. Bon, là, la limite est égale à 1. R au carré ne cesse d'augmenter en fonction de la complexité du modèle. Polynôme d'ordre 2, polynôme d'ordre 3, polynôme d'ordre 4, un modèle contenant 5 variables, 7 variables, 10 variables, 30 variables. Est-ce que c'est clair? Par contre, nous avons remarqué que d'après la construction de R, d'après la formule de R au carré ajusté, les valeurs de R au carré ajusté, pour moi, en fait, commencent à augmenter, croître, puis à un moment donné, ça diminue. Et bien, il est où le meilleur modèle, le modèle idéal? Il est ici. La première courbe est en noir, c'est la courbe de R au carré. La courbe rouge, c'est la courbe de R au carré ajustée. Donc, ici, attention, on n'a pas besoin de R au carré ajusté. De toute manière, n'importe quel logiciel, SPSS, R, ou bien un langage de programmation, Python, C++, Java, je ne sais pas moi. Tous ces modules vont vous offrir ces données. C'est à toi d'interpréter. Donc, toi, tu regardes le R au carré. Donc, par rapport à la question, on va regarder le R au carré. Le R au carré est proche de 1. On va dire que c'est un bon modèle. On ne peut pas dire que c'est une très bonne modèle. C'est un bon modèle. Pourquoi? Car on ne sait pas. On ne connaît pas ici. Non, même pas. On ne connaît pas le nombre de données. On ne connaît pas, c'est-à-dire comment on a fait pour réaliser cet ajustement. C'est clair? Hein? Maintenant, si tu vas comparer plusieurs modèles, si on compare plusieurs modèles, là, le R au carré ajusté devient important. On n'y a pas de question de l'autre côté.
Ça va, c'est clair? Oui. Oui. Par exemple, on a un nombre de données. Oui. Par exemple, on a 10 millions de données. Tu t'en fiches complètement de tes hypothèses statistiques. وليه وعندنا الايرو كاري ديجا تحسبت معناها فرضا معناها عندنا النومبر وعندنا الايرو كاري Oui. وقيناتها ويك 08 اللي هي بريسك بروش الان Oui. وقتها نجم نقولوا تري بون Oui, c'est un bon modèle. C'est un bon modèle. بين البون وتري بون Je sais pas, mais c'est un bon modèle. C'est un bon modèle. Madame, monsieur, on a un qu'on était les données. Oui. On ne peut pas conclure. Non, on peut quand même conclure. On peut quand même conclure. Regardez les tests d'hypothèse statistiques. Regarde les significations. On n'est pas en train d'obtenir 30 ou 40. On est en train d'obtenir 10 à la puissance moins 5, 10 à la puissance moins 3. Le fait juste de regarder la signification statistique, ça nous donne quand même une idée sur le nombre de données. Ça veut dire qu'il y a assez de données. Donc là, nous avons à peu près, je pense, 100, 200 points. 100 ou bien 200. Au moins 100 points. 100 lignes. C'est clair? Ça va? Sinon, si le nombre de points était faible, on aurait dû voir ça par rapport à la colonne signification statistique. C'est clair? C'est clair. L'erreur sur le modèle, ça y est, là, en fait, c'est par rapport à la fonction de vraisemblance. C'est-à-dire... La différence entre l'estimé ou l'IM. N'hésitez pas de me poser des questions, car je sais que ce sont des choses hyper compliquées. En fait, toi, comment tu fais la régression multilinéaire? Tu vas prendre YI. Tu vas faire ça, moins F de X1, X2, X3, XM. On va mettre, bien sûr, hein, I, par rapport à la première ligne. Puis on lève au carré. Et puis on effectue une somme. Et là, on obtient en fait notre estimateur. Ça, on peut dire que ça, c'est Y chapeau. Oui, très bien. Ça va? Et bien, cette erreur porte sur le minimum de cette fonction. Car cette fonction, par construction, elle est convexe. Elle est convexe. Et en 3D, elle est convexe. Et nous, on veut chercher le minimum. Bien sûr, toi, tu ne vas pas avoir ça. C'est un cas particulier. C'est un cas idéal. Toi, tu vas finir par ça, en fait. Bon, bref, on verra ça peut-être l'année prochaine en deep learning. Ça va? J'ai répondu à vos questions. Allez, on passe en fait. Je suis en train de créer le khataralia à vos camarades qui nous entendent en ligne. Oui, c'est un bon modèle. Oui. C'est un bon modèle. B. La variable prix de produit est une variable pertinente? Non. BM. Enfin, regardez, prix. Le prix. On trouve 0,114. Supérieur à 5%, inférieur à 5%. C'est pas 5%. C'est pas pertinent. Puis BM. Inférieur à 5%. Donc c'est pertinent. Là, c'est facile. Là. Ce sont des points gratuits. Allez. Ah, là, il y a un piège là. L'équation du modèle multilinéaire permettant de prédire les ventes semestrielles en fonction des variables explicatives avant une sélection basée. C'est quelle formule? La première. C'est-à-dire la formule que contient toutes les variables. Avant une sélection basée sur la pertinence. En fait, il faut que j'ai de zoom un peu. Hein. Si j'ai de zoom un peu, ça va devenir clair. Hein. Rentre comme ça, clair. Nickel, là, je passe. Attendez, donc,
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Attendez. Non, non, il n'y a pas de question pour les gens en chat. Oui, mais Kalo, tu parles avec moi là? Ah, pourquoi la première formule? En fait, la première formule, la première formule, en fait, on va prendre la première formule, car lis la question. Avant une sélection basée sur la pertinence, avant la sélection, tu dois mettre toutes les variables. Est-ce que c'est clair? Allez, on va passer à cette question. À l'aide de ce dernier modèle, s'il vous plaît, nous, on va ajuster, c'est-à-dire c'est quoi la surface, ou bien la courbe, ou bien la variété en topologie algébrique. C'est quoi la variété qui va nous permettre d'ajuster les données? Imaginons, si on a eu une seule variable, ça c'est la variable cible, vente. Hein. On veut toujours prédire les ventes en fonction d'une seule variable. Eh bien, on va tracer une droite. Ça, c'est clair. Maintenant, si on ajoute en fait une deuxième variable explicative, on passe à quoi? On passe à un plan. En fait, c'est une surface de dimension 2. Maintenant, imaginez, nous avons 3 variables explicatives. Ça, c'est une seule variable explicative. 2 variables explicatives. À partir de 3 variables explicatives, on passe à 4 dimensions, puisqu'il y a une variable cible. Ce qu'on peut imaginer, nous, êtres humains, on vit dans un espace euclidien. En réalité, ce n'est pas euclidien. En physique nucléaire, ce n'est pas euclidien. En fait, c'est 31 dimensions. Mais bon, bref. En fait, nous, on est en train de vivre dans un espace à 3 dimensions. Est-ce que toi, tu peux imaginer dans un espace, tu t'imagines dans un espace à 4 dimensions? Non. Donc, c'est compliqué. En fait, on va ajuster avec un cube. C'est un peu bizarre. Essayez d'imaginer. Maintenant, si on passe à plusieurs variables explicatives, ici, normalement, nous avons 8. Donc, c'est un hyperplan. C'est bon? B, très bien. Allez, on passe. B, avant de passer à la deuxième partie, qui a en fait une question sur la partie régression? Ça, c'est une régression multilinéaire. En fait, il nous reste régression non linéaire, régression linéaire. Oui, puisque nous avons étudié ça. D'accord. Bien, ok, aucun souci. Allez, on continue. Ça va? C'est bon, Ajmer? C'est bon? Cube. En fait, quand toi, tu as 3 variables explicatives, et bien sûr, une variable... Je peux pas. C'est-à-dire, tu as une variable cible et 3 variables explicatives. C'est faux, hein, ça c'est faux. Car tu ne peux pas représenter 4 dimensions en 2D. Tu peux pas. Donc toi, tu vois, ça, c'est une variable cible, une seule variable explicative. Ça, 2 variables explicatives, une variable cible. Puis, là, ça c'est faux, hein, ça c'est faux. Tu ne peux pas représenter. Mais c'est un cube, 3 dimensions. Ça va? Allez, classification à travers quelques questions isolées. À quoi sert la rétropropagation dans le réseau de neurones? C'est une question hors programme. En fait, c'est pour calculer le gradient de la fonction objective. N'oubliez pas, quand on fabrique notre fonction objective, cette fonction est dite objective. Fonction estimateur, on dit fonction objective. Estimateur, on dit aussi fonction économique. Cost function, fonction coût. Comment on fait pour déterminer les différents coefficients qui se trouvent à l'intérieur de la fonction? Il suffit de minimiser. Nous, on veut minimiser l'erreur. Est-ce que c'est clair? On veut minimiser. Donc, on doit dériver. Qu'appelle-t-on dériver à plusieurs composantes? Gradient. Donc, on va calculer le gradient de cette fonction. C'est clair? Alors,
À quoi sert la rétropropagation dans le réseau de neurones pour calculer le gradient de la fonction objective par rapport aux paramètres du réseau? Mais ça, c'est hors programme, c'est pas pour vous. Hein. Allez, je passe à la deuxième question. Supposons que nous avons un modèle random forest, forêt aléatoire, avec 200 arbres de décision. Ah oui, c'était Amal, on ne voit pas le tableau. Ok. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je travaille sur l'écran. Donc, supposons que nous avons... Attendez. En fait, juste, je dois régler ça. Ignorer. Ok, bon. Bon, je vais quand même bouger la souris. Hein. Je continue à lire. Supposons que nous avons formé un modèle random forest avec 200 arbres de décision. Considérons deux cas. Premier cas, on supprime le premier arbre du modèle random forest. Deuxième cas, on supprime le dernier arbre de décision du modèle random forest. Nous comparons ensuite les performances de deux modèles sur l'ensemble des données. Et quel cas? En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de random forest, forêt aléatoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt? On trouve plusieurs arbres. Donc, si on supprime, enfin, c'est pas donc, en fait, c'est un modèle de telle manière. L'idée, c'est quoi? Tout d'abord, on va fixer un nombre bien déterminé d'arbres. De 100 arbres. 100 arbres. On dit aussi 100 estimateurs. Et puis, on va appliquer ces arbres de décision sur une partie des données. Ces données sont échantillonnées d'après quelle technique? Non, pas échantillonnage aléatoire. Selon la technique bootstrap. Bootstrap. On dit aussi bootstrapping. Il y a l'échantillonnage aléatoire, random sampling. Il y a le bootstrapping. Et il existe ce qu'on appelle la validation croisée. Ben, oubliez la validation croisée, oubliez l'échantillonnage aléatoire. En fait, les 200 arbres de cette forêt aléatoire vont apprendre à partir pas du même lot de données initiales. C'est-à-dire à partir du lot initial, on va fabriquer des bagues, des sacs, à l'aide de la technique bootstrap. Donc on va finir par 200 sacs, 200 échantillons bootstrap. C'est clair? Donc ici, avec l'algorithme Random Forest, on supprime le premier arbre, on supprime l'arbre numéro 100, on supprime le dernier arbre, c'est pareil. Car il y a un système de vote. En fait, c'est comme la démocratie. Vous connaissez la démocratie? C'est comme la démocratie. C'est-à-dire, les 200 arbres vont effectuer des prédictions et chaque arbre possède en fait le même coefficient dans le Random Forest. On ne voit pas le tableau. B. Est-ce que c'est clair, Yajman? Blé, c'est clair? C'est hyper simple, Regardez. Je prends un lot de données. Pourquoi j'ai tracé deux matrices? C'est un apprentissage supervisé. Il s'agit d'un apprentissage supervisé. J'ai combien d'arbres ici? 200. Donc, à partir de ce 200 arbres, de ce lot de données, on va fabriquer 200 échantillons bootstrap. Imaginons que le N initial, le nombre d'observations, par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons nous avons 1000 lignes. On va dire, tiens,
on veut que soit chaque échantillon bootstrap, je vais appeler ça bag, sac en anglais. Donc échantillon B1, échantillon B2, échantillon B3, échantillon à 98, échantillon à 99 et échantillon 100. Ces échantillons bootstrap, fabriqués à la base d'un échantillon issu du lot initial de données, ne contiennent pas forcément 1000. On peut dire, tiens, nous, on veut tout simplement que 300. Oui. C'est clair. L'essentiel. L'arbre de décision, l'arbre de ces génétries, l'arbre de décision qui va fonctionner ou bien qui va s'appliquer sur le B1 ne va pas avoir les mêmes données que l'arbre de décision qui va s'appliquer sur le bac B2, sur le sac B2. Pourquoi on fait ça? Pour éviter l'overfitting. L'apprentissage bête. Overfitting. Vous connaissez l'exemple? C'est bon. C'est clair? Là, j'ai une question. On va finir par combien d'arbres? 200 arbres. 200 arbres. 100 arbres, pardon. Chaud. Toi, tu prends le lot initial de données. Tu as combien d'estimateurs dans ton algorithme forêt aléatoire? 200. Il faut 200 sacs. 200 lots rééchantillonnés avec la méthode Bootstrap. Sur chaque lot rééchantillonné avec la méthode Bootstrap, tu vas appliquer un arbre de décision. Chaque arbre de décision va avoir une partie des données que ne voit pas l'autre arbre. Par exemple, on peut avoir 500. On peut avoir 800. En fait, c'est un peu compliqué. Il faut revenir au cours. C'est-à-dire, votre camarade, il me demande comment on effectue le... Non. En fait, tu prends le lot de données initial, tu effectues un échantillonnage aléatoire. Et puis, à partir de cet échantillonnage aléatoire, tu vas compléter avec des simulations numériques, avec des générateurs de nombres aléatoires. C'est logique, 500. Juste 1000 données. Tu peux rien. De toute manière, l'arbre numéro 2 va voir les autres 500. D'accord, ou l'arbre numéro 3. Va voir en fait 500 mélangés. 500 mélangés. C'est clair? Regardez, imagine on finit avec 100 arbres, ou bien avec 200 arbres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer un système de vote. Nous avons un client. Parmi ces 100 arbres, 80 arbres vont dire c'est un bon client. 20 arbres vont dire non, c'est un mauvais client. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un bon, c'est un mauvais. Bon, on applique en fait la démocratie, enfin un vote majoritaire. Donc, si tu supprimes un arbre, ça ne change rien. Tu supprimes le premier arbre, tu supprimes le dernier arbre, ça ne change rien. Tu peux même paralléliser l'algorithme Random Forest. On enseigne ça aux ingénieurs. C'est un algorithme parallélisable. Tu peux paralléliser l'algorithme sur plusieurs processeurs pour accélérer la performance. C'est un algorithme parallélisable. Donc, tu peux accélérer le calcul. C'est très fort. Tu peux, c'est-à-dire, effectuer l'apprentissage en parallèle. Tu peux envoyer le calcul sur plusieurs processeurs ou bien sur plusieurs cartes graphiques. Donc, au lieu d'avoir l'apprentissage en 1 heure, tu peux avoir l'apprentissage en 1 minute. Ah, c'est compliqué, c'est pour les ingénieurs, ça. Ça va? C'est clair? Tu as un number of jobs. Tu mets un number of jobs. Tu mets -1, ça va paralléliser sur tous les processeurs. Tu mets 2 sur 2 processeurs. Tu peux même paralléliser sur la carte graphique. Alors que d'autres algorithmes ne sont pas parallélisables, attention. Donc toi, un autre jour, les gens parlent XGBoost. Ils nous ont tués avec leur XGBoost. Mais est-ce qu'on peut paralléliser XGBoost? Point d'interrogation. Donc, les performances seront à peu près les mêmes que dans le cas numéro 2. Voilà. Ah, je regarde, est-ce qu'il y a des questions?
Ah, c'est bon, Mohamed Aziz Mali, tu vois là? Mohli, Mohli. Ben, attends, je regarde. Ah, ok, ok. Voilà. Ah, je suis désolé, hein, c'est du blended learning sans microphone, mobile, sans rien. Ok, allez, je continue. Question numéro 3. Ah, on prend en fait l'algorithme gradient boosted decision trees. Si on supprime le premier arbre, est-ce que la performance va changer? Comment? Tu ne connais pas JBDT? Revenez à ma chaîne YouTube. Dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver l'explication de l'algorithme. En fait, c'est un algorithme qui ne se base pas sur le bagging, mais se base plutôt sur le boosting. C'est quoi l'algorithme XGBoost? Extreme Gradient Boosting. Bien 4 Boost. Bien Light GBM. Light Gradient Boosting Method. Ce sont des algorithmes qui utilisent des arbres de décision. Les algorithmes. L'algorithme arbre de décision est un algorithme hyper important. Il faut connaître cet algorithme. Bien sûr, il faut aussi connaître les méthodes ensemblistes qui utilisent cet algorithme arbre de décision. C'est clair? OK. Donc, regardez. Imaginons. J'applique l'arbre numéro 1 sur un échantillon tiré à partir du lot initial de données. Est-ce que j'ai mis plusieurs lots ici? Non. Il n'y a pas de parallélisme ici. Je ne peux pas paralléliser. Ici, je prends un arbre. J'applique un arbre de décision sur les données. Imaginons on obtient ça. Une erreur. En fait, nous avons 5 erreurs. Le premier arbre de décision classifie à tort ce client. En fait, c'est un client, normalement mauvais client. Donc, il se trouve dans une région majoritairement occupée par des mauvais clients. L'algorithme me classifie ce client comme un bon client, alors que c'est un mauvais client. Enfin, je ne sais pas. Mais imaginons ça, c'est une erreur. Regardez comment ça fonctionne, les algorithmes de gradient boosting. Du boosting, ça booste. On applique un arbre. On obtient des prédictions correctes. On obtient des prédictions fausses. N'oublie pas, c'est l'apprentissage supervisé. On connaît Y. L'état des clients est connu pour nous, ça va? Donc ça c'est faux, ça c'est faux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réappliquer un autre arbre. Donc ça c'est l'arbre numéro 1. Ça c'est l'arbre numéro 2. L'arbre numéro 2 va accorder plus d'importance aux prédictions correctes et moins d'importance aux prédictions fausses. À cet égard, regardez comment l'arbre numéro 2 voit les données. Comme ça. Un petit client, un petit client, vraiment, avec peu de poids. Et il va accorder beaucoup d'importance aux clients prédits correctement. Donc l'arbre numéro 2 va se concentrer sur quoi? Sur ses prédictions. En changeant bien sûr les poids. Imaginons cet arbre
va par exemple prédire ce client correctement. Puis, elle continue quand même à prédire ce client d'une manière erronée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'arbre numéro 3. En fait, c'est du boosting. C'est bizarre pour vous. Hein. Ce sont des méthodes qui marchent. Le truc fou, c'est qu'il n'y a pas de démonstration mathématique. Ce sont des méthodes qui marchent depuis les années 2000. Ça marche, ça donne des bons résultats, tout le monde utilise ça et tout le monde est content. Non, quand même. Enfin, la technique, elle est là. Donc ici, est-ce que l'ordre importe ici, l'ordre? C'est-à-dire premier arbre, dernier arbre, oui. Si tu supprimes cet arbre, la performance va changer. Attention, hein, random forest, de toute manière, ce que reste pour vous, l'année prochaine, vous allez partir effectuer des stages en machine learning, j'espère, en sciences de données et tout. Quels sont les algorithmes les plus forts utilisés dans les entreprises, dans les banques, dans les startups? Ils utilisent beaucoup de XGBoost, ils utilisent beaucoup de random forest. Ce sont des algorithmes très très puissants. Voilà pourquoi on vous enseigne ça. Oui, malheureusement, il n'y a pas. Voilà, heureusement, il n'y a pas. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Mais moi, enfin, à un moment donné, je commence à aimer ces algorithmes. Ce sont des algorithmes très puissants. C'est clair? Donc, quelle réponse ici, s'il vous plaît? Quelle réponse? Les performances. Ici, en fait, les performances seront à peu près les mêmes, non? Non? La performance baissera moins que le cas numéro 2. Voilà, c'est baissera. Ouais. Ça va? Vas-y. Non. Quand tu supprimes, l'arbre numéro 1 est décisif. Enfin, l'arbre numéro 1 est plus décisif que le dernier arbre. Oui. Ouais, j'ai pas vu, je n'étais pas concentré, oui. L'arbre numéro 1 est plus important que l'arbre numéro 2, est plus important que l'arbre numéro 3, est plus important que l'arbre numéro 4, que le dernier arbre. Baissera moins. انت مالكو زيد حتى الاخرانيه كيف تتنقص معناها هي اما الاولانيه تنقص اكثر. Voilà, ah, je passe. Hein. Ok, allez. Ah, bon, je regarde vos amis en ligne. Hein. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Ok, bon. Allez. Considérons les deux cas suivants. Premier cas, on entraîne deux modèles random forest avec 500 arbres. Et à la fin, on réalise la moyenne de leur probabilité. On appelle ça voting égal à soft. Ce n'est pas hard voting, c'est du soft voting. Quand on additionne les probabilités, c'est du soft voting. Hein. Nous avons fait ça à l'intérieur. Enfin, regardez le cours. Vous allez trouver vote hard et vote soft. Ben, ok. Donc, on entraîne là un seul modèle de random forest avec 1000 arbres et on détermine les probabilités sur l'ensemble des données. La qualité des prédictions inférieure, supérieure, voilà à peu près la même. La qualité. J'ai deux random forest avec 500 et un random forest avec 1000. Non. Regardez. J'ai pris deux random forest avec 500. Deux random forest avec 500. Et puis j'ai mélangé leurs prédictions. Et puis j'ai pris un random forest avec 1000 arbres. C'est la même chose. En fait, une forêt qui contient 1000 arbres, c'est l'équivalent de deux forêts contenant chacune 500.
Oui. جيت معناها عطانا 260 مثلا بون كليون فوالا Oui. معناها الضابط الاولى عطتنا بون كليون وتجي الضابط الثاني مثلا في 500 شيء كيف واما الفوت في 400 Ah non, 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 ça c'est du hard voting. Non, ça c'est vote hard. Non, non, ça c'est vote hard. معناها درجة حابب نقول معناها الشوا تاع دو فوري نجم يكون مشهور Non, non, non. Non, 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 non. Non, il y a un truc qui t'échappe. En fait, il y a du soft voting et du hard voting. C'est quoi le soft voting? Le soft voting est basé sur des probabilités. Basé sur des probabilités. C'est-à-dire l'arbre va te donner la probabilité que le client soit un bon client. La probabilité que le client soit un mauvais client. J'ai mis ça dans mes vidéos YouTube. Regardez les dernières vidéos. En fait, il y a 60 heures. Hein, il y a 60 heures. Vous pouvez regarder les 60 heures. معناها ما تعطيكش بون ولا موفي كليون تعطيك مثلا 70% اللي يكون Une probabilité. Donc ça, c'est du soft vote. Pas du hard vote. Ce que toi, tu es en train de... C'est la question portée sur le hard voting. Hard vote. Ça va? Ça va. Hard, c'est simple. Toi, tu as 100 arbres. 80 arbres, on dit ce client c'est un bon client. 20 arbres, on dit ce client c'est un mauvais client. Allez, 80 par rapport à 20. En fait, on va dire que c'est un bon client, puisque 80 face à 20. Sauf, qu'est-ce que tu fais? Chaque arbre donne une probabilité. Toi, tu vas additionner toutes les probabilités, tu vas faire la moyenne. C'est pas grave, hein. De toute manière, je veux filmer, c'est-à-dire je veux répéter cette séance hein, en vidéo et je veux partager ça avec vous. Normalement demain ou après-demain, Inch'Allah. Mais... Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Mais c'est bien cette effervescence, c'est-à-dire vous êtes en train de réfléchir et tout, je suis content. Regardez, hein. Regardez-moi cette jolie carte. C'est bon? C'est bon? J'ai des clients rouges, j'ai des clients bleus. Et j'ai quoi ici? Decision boundary, en français. Frontière de décision. Si le client possède un salaire supérieur à 3000, et ben tatati tatata. Sinon, patati, enfin, tu vois, en fait, ce sont des frontières de décision. Ces frontières de décision, est-ce qu'on peut avoir ces frontières de décision dans l'algorithme régression linéaire? Quand je dis ici régression logistique, régression linéaire, c'est régression logistique appliquée en classification. Non, la régression logistique est une régression linéaire appliquée en classification. Non, c'est une droite. Donc, est-ce que ces bandes de ici sont des droites? Non. Donc, on y fait ça. Ah, KNN. Non, KNN, non. KNN, ça donne des banderies courbées, des frontières courbées. En fait, KNN, ça utilise l'algorithme, ça utilise la distance euclidienne. Vous connaissez la distance euclidienne? Vous avez vu ça au lycée quand vous étiez jeune. Et ben, ça donne des frontières courbées. Donc là, ce ne sont pas des frontières courbées. Donc, ce n'est pas KNN. Ah, arbre de décision, bien random forest. En fait, c'est un arbre de décision. Ici, nous avons vu ça dans le cours. Revenez aux vidéos, arbre de décision, vous allez trouver des... En fait, régression logistique, regarde comment tu... Voilà la frontière. Votre camarade m'a demandé comment on trace la frontière de décision dans une régression logistique. Eh bien, c'est une droite. Non, ça c'est dans le cas de 2 variables. Et dans le cas de 3 variables, un plan, 3 variables dans l'espace. Et dans le cas de 4 variables, un hyperplan. C'est un modèle linéaire.
Ça va? كاينين ما قراتنيش برشا. كاينين تمشي لكاينين يسندوا. فما دي وحدين مقابل بعضهم ما عندهمش نفس ال واحدين قابل بعضهم ما عندهمش نفس الكالكولاسيون. Mais, votre camarade m'a demandé pourquoi l'algorithme KNN possède des frontières courbées. C'est quoi l'algorithme KNN? كاينين بازي على الديستونس ويمشي يختار السنتر معناها بون. En fait, KNN, c'est un algorithme qui s'appelle K nearest neighbors. K nearest neighbors. En français, K plus proche voisin. K plus proche voisin. C'est un algorithme naïf. Vraiment, c'est un algorithme très simple. Naïf, naïf. Naïf, naïf. Algorithme naïf. C'est un algorithme naïf. C'est filmé, là. Ça sera sur YouTube. Ça sera sur YouTube. Mais c'est un... En fait, imaginez, vous avez deux clients. Imaginez, vous avez deux clients. Bon, allez. Imaginez, hein, vous avez comme ça. Hein. Vous avez un ensemble, un lot de 8 clients. 8 clients. 8 clients. 3 clients qui sont des bons clients. 4 clients qui sont des mauvais clients. Et nous avons un point. Nous avons ici un client. Et on ne connaît pas la classe. La classe, c'est de l'apprentissage supervisé. Qu'est-ce qu'on va faire en KNN? Attends, on choisit, allez, répétez derrière moi. On choisit a priori K. On choisit a priori K. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre K égale à 1? Non. C'est pas logique. C'est-à-dire l'algorithme n'est pas fort. L'algorithme tombera dans l'overfitting. Est-ce qu'on peut prendre K est égal à 8? Non. Enfin, déjà, nous avons 8 points. Mais tu peux, hein, rien ne t'empêche. Mais c'est du n'importe quoi. Allez, on va prendre K est égal à 3. Tu vois? L'algorithme commence par un choix a priori de K. On choisit K a priori. Regardez. ليش معناها في حاجه خلينا نشوفها كلنا معناها نفس الكائن. C'est un algorithme naïf. هو يختار لك الكائن يحسب ديستانس اورجاني احسن كائن. Tu peux faire comme Elbow méthode en K-. Mais c'est un inconvénient. Avec l'algorithme KNN, il n'y a pas de théorème mathématique qui te fixe le nombre de cas. Donc c'est empirique. C'est clair? Allez, je continue. En fait, K égale à 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer toutes les distances. Toutes les distances entre le point et les autres points. Allez, on va choisir les plus faibles 3 points, les plus faibles, enfin les points ayant les 3 plus faibles distances. Elles sont où? Qui sont les plus proches, les positifs. Elles sont ici. G, K égale à 3. Les plus proches points, ce sont des clients positifs. Donc directement, on va dire que ce client est un client positif. C'est clair? B. Ça, avec K égale à 3. Regardez maintenant si je prends K est égal à 7. C'est clair? Je prends K égale à 7. K égale à 7. K égale à 7. تكون négatif. On commence par choisir K. K est égal à 7. C'est comme K-. Hein? K, c'est comme K-. Oui. Bien évidemment, K est un paramètre ou bien est un hyperparamètre? K, c'est un paramètre ou bien c'est un hyperparamètre? Non, c'est un hyperparamètre. En fait, un paramètre, c'est comme en régression linéaire. A plus B. A et B, ce sont 2 paramètres. C'est mathématique. K, ici, on le détermine de manière empirique. Donc, c'est un hyperparamètre. Donnez-moi notre hyperparamètre en KNN. La distance. Car on peut choisir
la distance euclidienne. Comme on peut choisir la la distance de Manhattan. On peut choisir la distance de Minkowski. Il existe même des distances définies avec... Non, ça c'est critère de Ward. Et ça c'est autre chose, un apprentissage non supervisé. Il n'y a pas une distance, qui s'appelle distance de Ward. C'est un critère, c'est de l'apprentissage non supervisé. Oubliez Ward pour l'instant. C'est clair? Ah, regardez. Je calcule toutes ces distances. K est égal à 7. Allez, on applique un vote. La démocratie. C'est bien la démocratie. On applique un vote. 4 contre 3. On va affecter ce client à quel groupe? Négatif. En fait, on va faire un appel. Fedi, non, absent. Hassan Lahne, Fatma, absente. Amel, présente. Oumaima, Hatem, Firas, Bedr. Aya, c'est bon. Rayen, Oumaima. Mais Amel Ben Saoud, je confonds les deux. Mejri Olfa, c'est bon. Nour Mzouri. Lila, Mzab, Islam. Soukraf. C'est bon, je connais pas le nom. B. Les frontières de décision dans un algorithme KNN, elles sont courbées. En fait, elles dépendent des distances. Alors, ça dépend. Si toi, tu utilises la distance euclidienne, la distance euclidienne, c'est quoi la distance euclidienne? Donnez-moi la forme géométrique la plus liée à la distance euclidienne. Une sphère. Et dans un plan, un disque, un cercle. Je continue. Quand je vous montre ça, c'est quoi? Il y a en fait une nuance, une dégradation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choix. Donc, c'est un random forest. C'est un bonus. Ça, ce sont des points faciles. On passe à la CP. Une entreprise pétrolière a publié dans son bilan entre 1969 et 1984, dans le tableau suivant, le bilan financier composé de 8 rubriques. Valeur réalisable, valeur d'exploitation, immobilisation, dette à court terme, dette à long terme. Nous avons en fait des actifs et nous avons des passifs. Liabilities. Ok, donc vous ne trouvez pas ça nulle part. Hein? On est en train d'appliquer le machine learning en finance. C'est génial. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut comprendre. Toi ici, tu n'es pas business analyst. Toi, tu es quantitative analyst. Quant. C'est-à-dire tu appliques le machine learning en finance. J'espère pour vous, vous allez gagner beaucoup d'argent. Quand on applique le machine learning en finance, techniquement, on gagne beaucoup plus si on applique le machine learning dans d'autres domaines. Allez. On finit par ce tableau. Question. C'est de l'apprentissage supervisé ou bien de l'apprentissage non supervisé?
C'est l'apprentissage non supervisé. Pourquoi? Il Il n'y a pas de variable cible. En fait, il n'y a pas de variable cible. Même si tu lis la rubrique, tu lis réduction des dimensions. En haut, on réduit les dimensions. En apprentissage non supervisé. Ah. La première question. On applique l'ACP en apprentissage supervisé. On applique l'ACP en apprentissage supervisé. Non, en apprentissage non supervisé. Ah, c'est facile. Bonus. Ah. لا كان بيكون لديه L'objectif de l'ACP, non, plus compliqué que ça, minimum 10 fois. Je vous enverrai l'examen d'année passée, ne vous inquiétez pas. L'objectif de l'ACP est la réduction de la dimensionnalité de M. De M très grand, jusqu'à 20, 10, 20, afin de trouver une nouvelle représentation. On dit aussi répartition. On dit répartitionnement. Partitionnement. Des données pour en dégager les corrélations et les relations entre les individus et les variables. Est-ce que c'est vrai? Vrai. Voilà. C'est-à-dire, histoire de te dire qu'à partir de 10, tu commences à dire j'ai beaucoup de dimensions. 10 variables. 10 variables, oui, 10 variables. Oh, monsieur, Ici, j'ai une matrice rectangulaire. N ligne. M colonne. Apprenez ça, c'est bon. M colonne. N ligne, oui. السي راه ما ينقصش يعمل كومبوزونت برينسيبال بالضبط ما هو ينقص فيها ما عادش عندي منهم عندك 10 فاريابلات خرج لك 10 كومبوزونت برينسيبال Non, mais هو يعمل ريكورد عندهم ريبريزونتاسيون جديده على نومبر على دي كومبوزونت برينسيبال جدد اللي هم قد مع النومبر دي فاريابل non. Je t'explique. Enfin, je vous explique. Enfin, je vous réexplique, puisque vous allez trouver ça sur YouTube, sur l'une de mes vidéos. AT égale à 0. On commence en fait par une matrice rectangulaire. N ligne, M colonne. N contient les individus. N contient les observations statistiques, les clients, les années, comme ici. M contient les variables, les colonnes, features, variables explicatives. On dit aussi variables indépendantes. Bref. À partir de cette matrice rectangulaire, est-ce qu'on peut calculer des valeurs propres? À partir de matrice rectangulaire, tu peux calculer des valeurs propres. On ne peut pas. En fait, à partir de cette matrice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un choix. Soit on va décider de travailler sur les colonnes, soit on va décider de travailler sur les lignes, sur les individus. On peut faire les deux, c'est des maths, on peut faire les deux. Allez, on va choisir de travailler sur les colonnes. J'ai combien de colonnes? M colonnes. À partir de cette matrice, je veux fabriquer la matrice de corrélation. Qu'est-ce qu'on trouve dans la matrice de corrélation? En fait, c'est une matrice carrée. Tu prends en fait ces colonnes, colonne par colonne, et tu calcules leur covariance. Et sur la diagonale, on va trouver la variance. Parce que quand tu calcules le coefficient de corrélation entre la colonne et elle-même, tu vas trouver 1. En fait, c'est une matrice de corrélation. Ce n'est pas une matrice de variance-covariance, c'est une matrice de corrélation. On va finir par une matrice carrée.
Non, c'est pas diagonale. Symétrique. Symétrique. Réelle. Ah, matrice symétrique réelle. D'après le théorème spectral, c'est une matrice diagonalisable. Il existe une matrice P orthogonale, une matrice D diagonale, telle que cette matrice est égale à P, D, P-1. Et on peut calculer les différentes puissances de cette matrice. Mais ça, vous avez vu ça en premier semestre. Avec une matrice carrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer le spectre. C'est quoi le spectre? L'ensemble des valeurs propres. Lambda 1, lambda 2, lambda m. À partir de ces valeurs propres, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme des valeurs propres. La somme des valeurs propres. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, tout simplement. Je prends la valeur propre, je la divise par la somme. Ça représente quoi, la valeur propre divisée par la somme? La quantité d'informations. La quantité d'informations qui se trouve dans cette colonne. C'est très fort. C'est trop fort, l'ACP. C'est un truc de dingue. Hein. À partir d'une matrice rectangulaire, je fabrique une matrice carrée de corrélation. Les valeurs propres de cette matrice, divisées par la somme de toutes les valeurs propres, représentent la quantité d'informations. كمية المعلومة اللي موجودة في الكل. Tu vas trier ces valeurs propres. Et puis, tu commences en fait à restituer. Tu vas dire, écoutez, moi j'ai besoin juste de 80% d'informations. Donc tu vas trouver de l'information uniquement dans 4 composantes. Ou bien dans 3 composantes. On va voir. Écoutez, est-ce que c'est clair ça déjà? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Mais regardez mes vidéos sur YouTube, vous allez, j'ai tout développé par rapport à la CP. Si vous avez des questions, je peux continuer à développer. Mais c'est mathématique. Bien sûr, nous avons fait le choix, nous avons travaillé sur les colonnes. Je relis la question pour Riyad. L'objectif de l'ACP est la réduction. Riyad, je te pose une question. Est-ce que c'est bien si j'augmente n? Par exemple, au lieu d'avoir n égale à 100, je passe à n égale à 100 000. Est-ce que c'est bénéfique ou bien c'est pas bien d'augmenter? Est-ce que c'est bien d'augmenter n ou bien c'est mauvais d'augmenter n? De manière générale, analyse de données. Hein? Oui, car quand tu augmentes n, tu vas diminuer l'erreur. Plus tu augmentes n, mieux c'est. C'est quoi le mieux? Travailler sur 100 clients ou bien travailler sur 1000 clients? Ou bien travailler sur 10 000 clients? Bien sûr, le plus grand. Voilà. Bon, après, il y a le learning curve. Mais mon machine learning. Faites attention. Maintenant, est-ce que c'est bien d'augmenter M? Est-ce que c'est bien d'augmenter M? Non. A priori, on montre que quand le nombre de colonnes augmente, on tombe dans une malédiction. En fait, on tombe dans ce qu'on appelle the curse, c'est-à-dire les algorithmes vont se déstabiliser. Un algorithme comme KNN est très sensible, lui, c'est un algorithme naïf. Pourquoi on l'appelle naïf? C'est un algorithme très sensible aux grandes dimensionnalités, à la grande dimensionnalité. Plus M augmente, plus cet algorithme va peiner, va trouver des difficultés à classifier les points. On appelle ça la malédiction des grandes dimensions. Oh, heureusement pour nous, Random Forest ne se déstabilise pas. Et que je bouge aussi. Mais de toute manière, on a besoin toujours de diminuer le nombre de colonnes. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Est-ce que tous les algorithmes qui traitent le nombre de colonnes? En fait, avec les modèles linéaires, oui. Avec KNN, K-, oui. Avec Random Forest, XGBoost, 4 boost, la GBM, non. مش ديما تكون malédiction.
fait, je travaille avec XGBoost, Voilà. avec 4 Boost, avec l'AGB, avec Random Forest. Mais il faut interpréter. Ah, c'est un autre problème. Ce sont difficiles. Ce sont des boîtes noires, oui. B, ah, je mets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire M est très grand? Regarde, qu'est-ce que ça veut dire M est très grand? Ça veut dire M est supérieur à 20, 20, 10, 400. Donc, quand toi tu appliques la CP, on va dégager des corrélations, donc on va réduire les dimensions. Donc c'est vrai, c'est clair. Allez, question 3. Encore? Oui. En fait, apparemment c'est interdit, il faut attendre jusqu'à 30. Pourquoi tu comprends rien, chez Amara? عنده قد يصير على فاتورات Vas-y, hein. Écoute, ne laisse personne te voir et passe. Enfin, c'est comme ça, les systèmes D chez nous. Vas-y, tu peux passer. Mais soit le tableau des valeurs propres. Voilà, valeurs propres en anglais, c'est eigenvalue. Il y a combien de valeurs propres? Ah oui. On a déjà 8 colas. Nous avons 8 valeurs propres. Pourquoi nous avons 8 valeurs propres? On a 8 colas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De toute manière, toi, tu vas trouver M valeurs propres. Oui. Mais, est-ce qu'on va garder les M valeurs propres? Bien évidemment que non. En fait, il faut restituer. Non, il faut utiliser le verbe correct. Tu dois restituer l'information. Peut-être dans un domaine, 80%, ça suffit pour toi. Dans un autre domaine, il te faut 90%. Dans un autre domaine, il te faut 70%. OK? Tout dépend du métier. Donc là, nous avons 8 colonnes. Je calcule la matrice de corrélation. Je finis par une matrice carrée. 8 lignes, 8 colonnes. Je calcule ses valeurs propres. Mais c'est simple de calculer les valeurs propres. Tu utilises np.eig. np.eig. C'est une commande. C'est une commande en Python. np.eig. Donc, on vous donne les valeurs propres. Je vous donne la différence entre la plus grande valeur propre, la plus petite, et ainsi de suite. Je vous donne la proportion. La première, la deuxième, la troisième, et la plus petite entre les deux, c'est-à-dire après tu itératif. Et la somme cumulative. Regardez la somme cumulative. Et je mets, comment je fais somme de lambda G sur S allant de 1 à M? J'obtiens quoi? J'obtiens 1. J'obtiens S sur S, donc 1. OK. Ce tableau est obtenu à partir du tableau bilan qui est une matrice rectangulaire. Est-ce qu'on peut obtenir des valeurs propres à partir d'une matrice rectangulaire? Non, c'est faux. Oui, il faut passer ici. Pourquoi moi je t'ai demandé ça? Car c'est notre méthode de réduction de dimensionnalité qui prend la matrice rectangulaire et qui applique directement un SVD, Singular Value Decomposition, une décomposition en valeur singulière. On ne passe pas par la matrice de corrélation. Ah non, sur le programme. C'est des mathématiques. C'est des mathématiques. Donc c'est faux, hein? C'est faux. Question 4. On revient au tableau des valeurs propres. La somme des valeurs propres correspond à la totalité de l'information contenue dans le tableau du bilan. Est-ce que c'est oui? L'information, est corrélée à quoi? Est corrélée aux valeurs propres. Donc quand tu additionnes toutes les valeurs propres, tu finis par additionner toute l'information. Est-ce que c'est clair? Allez, on choisit de n'étudier que les deux premières composantes. Oui, l'information est bien gérée. Regardez la somme cumulative, s'il vous plaît. Première composante. Déjà, la première composante contient 55% à peu près.
Avec la deuxième, 82%. Si tu ajoutes la troisième, tu passes à 80%, certes. Mais regardez la valeur propre. La valeur propre est inférieure à 1. En fait, il existe un autre critère, il existe un critère qui dit que si la valeur propre est inférieure à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans cette composante. quand même, monsieur, bon, 8% هي تعطي من l'information صحيح. أنا نجم نوصلوا حتى 97% معناها من l'information. Tu peux, hein, tu peux. Hein. On peut حتى voir les 4 premières composantes فما اللي نخدموا عليها. Oui. Je pense que c'est interdit, Elias. Non? Tu veux sortir? Tu vas parler? Ben, vas-y. Regardez, en fait, si je trace les différentes valeurs propres. Eh, quand même, hein. C'est la proportion, c'est 0,55. Entre la première et la deuxième, c'est 0,55. Regardez, entre la deuxième et la troisième, il y a une grande différence. On peut dire que, avec une bonne approximation, déjà différence كبيرة موجودة في الأولى والثانية. مثلا انت ديجا من اي فاليد ما تنقص. الديفيرونس كبيرة معناها الشوط الكبيرة اللي موجودة بين الأولى والثانية. non, c'est empirique. Ce que je viens de me dire, c'est empirique. Tu regardes pas, non. Toujours, tu gardes tes yeux, hein, tu te fixes sur la quantité d'informations. Tu te fixes sur la quantité d'informations restituées. معناها نقصد ديما ماذا بين نشوف الايجن فاليو زاد اكثر من supérieur à 1. Tu regardes aussi un autre critère. Est-ce que la valeur propre est supérieure à 1 ou pas? Donc, la question, on choisit de n'étudier que les deux premières composantes principales. Oui, vrai. Maintenant, on utilise le critère de Kaiser. On utilise le critère de Kaiser, qui stipule que les composantes principales les plus pertinentes sont supérieures à 0,5. Supérieures à 1. Question 7. Le pourcentage de l'information quantifiée. Écoute, Kaiser, tu utilises en fait le critère de Kaiser. Qu'est-ce que ça veut dire, critère de Kaiser? Si la valeur propre est supérieure à 1, tu la gardes. Si c'est inférieur à 1, tu ne la gardes pas. Mais tu jettes toujours tes yeux, tu te fixes toujours sur la quantité d'informations restituées cumulatives. C'est-à-dire la valeur propre divisée par la somme. Faux, oui. Allez, quelle réponse ici? Si on prend juste les deux premières composantes. 82-32. On travaille avec des chiffres après la virgule. Hein? 82-32. 82-32. Et là, qui a dit 82 Voilà. 82-32. Hein. C'est pas 31, c'est pas 30. Allez. On passe maintenant aux choses intéressantes. J'applique l'ACP. J'obtiens en fait deux composantes principales. Qu'est-ce que je fais? Je projette les individus, les années, sur le plan constitué par composante principale numéro 1, composante principale numéro 2. Enfin, quand tu regardes comme ça, il y a combien de groupes? Ça dépend de 1969, 30. Enfin, non, quand même, c'est clair. Il y a trois groupes. Qualitativement. Non, c'est pas ça. Regardez là. Cet individu. Non, attendez. On va étudier en fait la corrélation entre l'individu et la première composante. Regardez cet individu. L'angle que fait cet individu avec la composante, il est aigu ou obtus? Munfarja ou had? C'est-à-dire cosinus. Purée, vous avez oublié l'image. En fait, l'angle ici, c'est un angle aigu.
Donc, cosinus de cet angle كوسينوس عاليه est positif. وعاليه Ça veut dire en fait que cet individu, 1969, est corrélé positivement avec la composante numéro 1. Tous ces individus qui se trouvent ici sont corrélés positivement avec la composante numéro 1. Tous les individus qui se trouvent à gauche sont corrélés négativement. Déjà, avec cette histoire de corrélation, on peut diviser ces groupes en un groupe et deux groupes. Maintenant, si je regarde ce groupe est corrélé positivement avec la composante numéro 2. Et ce groupe est corrélé négativement avec la composante numéro 2. Donc, d'une manière générale, on peut distinguer trois groupes. Oui, كي نشوف نفس الريزونمون oui, البارتي هذه اللي على اليمين اللوطه oui. باش تولي اللي على اليمين البيسه الاخر على اليمين اللوطة, oui. هذوك باش يوليو كوريلي نيجاتيفمون كيف مع النيميرو 2 Ah non, non, regarde l'angle. L'angle est très faible. L'angle entre la composante numéro 1 et ces individus. Regarde cet angle. Regarde cet angle. Oui. L'angle est très grand ici. Ouais. C'est un angle obtus. J'ai mon farge. Plus de 80. Regarde ici. Ici, c'est presque 90. On ne peut pas confirmer. Ouais. Non, mais regarde avec tes yeux. Regarde avec tes yeux. Oui, oui, c'est clair. Non, oui, déjà, Je sais pas, quand tu regardes 3 comme ou ça. 4 معناها Voilà. Avant, à 4, c'est un peu tiré par les cheveux. Allez, je continue. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On projette les variables. Même ça, c'est un cercle de corrélation. Ce sont deux cercles de corrélation. Voilà, voilà. Donc, soit le cercle de corrélation, des corrélations, ok? Et ce cercle permet d'étudier les corrélations entre les variables et les composantes principales, oui ou non? Les corrélations, oui. Là, net ici, c'est corrélé avec la composante numéro 1. IMM, c'est aussi corrélé avec la composante numéro 1. Allez, je passe. C'est bon? Ah, on passe maintenant en fait, à quelques questions, disons, diverses. Ah non, c'est bon, c'est fini. Là, il faut ma question. هذه الكيستيون 10. C'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Ah, fortement. Ouais, Négativement faux. maintenant, on revient au cercle de corrélation. La variable nette, fortement, c'est faux, c'est faux. هي fortement positivement. Regardez, Positivement. regardez هي le, fortement positivement. regardez l'angle, regardez l'angle. L'angle en fait est aigu. Donc, cosinus est positif. Oui. Donc, le coefficient de corrélation entre la colonne nette et la première composante est positif. Donc, faux. J'ai pas vu la question. Désolé, j'ai pas vu la question. Ok, allez, je continue. Question numéro 1. Dans un projet en sciences de données, est-ce qu'on peut appliquer la méthodologie Scrum BI en sciences des données? BI. Hein? Oui. Est-ce qu'on peut appliquer la méthodologie Scrum en sciences de données? En sciences de données? Non. On ne peut pas découper. On peut pas découper. Tu ne peux pas décomposer un projet en daily meeting ou hebdomadaire meeting. Je sais pas. Donc, il faut utiliser soit la méthodologie IBM Master Plan, ou bien tu utilises la méthodologie CRISP-DM, ou bien tu utilises la méthodologie... En fait, non. En fait. Non, j'ai pas dit ça. En fait, quand je dis décomposition, ce sont des décompositions, c'est-à-dire journalières. C'est-à-dire, toi, tu vas récupérer le matin les données et tu vas les analyser le soir. C'est impossible. En fait, parfois, on reste 2 mois dans la récupération des données. Oui, car en Scrum, il y a des daily meetings. Ne vous inquiétez pas, là j'ai lui. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer l'examen de l'année passée qui étudie cette partie de manière exhaustive. Monsieur, هي سكرام مش هي نورمالمون بارتي من اجير
Ça, je ne suis pas spécialiste en développement. سكرام هي بارتي من اجيل هذاك علاش دونك اجيل تيجا تمشي مع داتا Non, non, écoute, comment je dis agilité, c'est par rapport à la détection des erreurs très tôt, c'est tout. Ben, on passe. Carré de fois Ouais. La matrice de confusion d'une classification multiclasse est une matrice Carré. carré, carré de 2 au rectangulaire. Multiclasse, hein, multiclasse. Caca. La justesse ou bien l'accuracy est un critère absolu pendant l'évaluation d'un classifieur. Vrai, faux, l'affirmation dépend du cas d'étude. Dépend du cas d'étude. Dépend du cas d'étude. En fait, nous avons l'accuracy, la justesse, nous avons le recall, nous avons le F1 score, nous avons la précision, il y a la courbe ROC, il y a la UC. Et tout ça sort de la matrice de confusion. Ah ouais. Ah, si on applique une classification, on obtient un recall inférieur à 0,5. On change de classifieur, on regarde les autres indicateurs d'évaluation, cela dépend du cas d'étude. Monsieur, on change, voilà, ça dépend des cas d'étude. En fait, c'est très mauvais alors. Un recall inférieur à 0,5, c'est très mauvais. On a pas le temps, on change. On a le temps, on change. Qu'est-ce que ça veut dire un recall inférieur à 0,5? On va dire, Ça veut dire, ça veut dire en fait qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Ah, les faux négatifs. Un mauvais client, tu le classifies comme un bon client, tu lui donnes un crédit, il ne retourne pas le crédit, tu engages en fait des avocats pour recouvrir le crédit. Tu vas perdre de l'argent. Faux positif. Attends, faux négatif. faut positif avec. Une personne malade, il fait un test Covid, il part à l'hôpital, on lui dit ça va, tu n'es pas atteint du Covid, alors que lui, il a le Covid. Il rentre chez lui, il décède malheureusement chez lui. faux négatif. C'est un faux négatif. C'est très dangereux, les faux négatifs. Voilà pourquoi, quand le rappel est inférieur à 0,5, ça veut dire que c'est très mauvais. C'est-à-dire qu'on commence avec des mauvaises bases. Alors On change, on change. En fait, tu penses à changer de classification. Après, en recherche, car je suis en train d'encadrer une étudiante en France, à Paris, là, elle est en train de bosser sur des données très bruitées, elle est en train de trouver un recall inférieur à 0,5 et on fait quand même. Mais ça, c'est de la recherche. C'est pas de la... De l'application. Enfin, bref. En fait, moi, je dis, on change de classifieur. Allez, dans une régression appliquée sur 3 points, on obtient un coefficient de détermination de l'ordre de 0,9. On conclut que le modèle est un bon modèle. Ou bien, on regarde la valeur de coefficient de détermination ajustée. Ou bien, on applique un test d'hypothèse statistique. Ou bien, il est inutile. Je suis sur 3 points là, مانيش عاملين على البوان كل Oui, qu'est-ce qu'on Je fait? vois pas, en fait, je parle d'une infinité. Non, encore une fois, le coefficient de détermination ajusté, Juste pour comparer les ça, tu le regardes pour comparer entre plusieurs modèles. Encore, on applique un test d'hypothèse statistique. En fait, tu passes directement un test d'hypothèse statistique. Oui. C'est-à-dire que tu ne conclus pas que c'est un bon modèle. Comme ils ont fait pendant le confinement, hein, les entreprises d'analyse des données qui ont prédit 3000 morts en Tunisie. هو بصير بالله باش نسال بالله فماش تكون في تونس تعمل بريدكسيون صحيحه Non, non. Dans une régression appliquée sur 300 points, c'est pas 3 points. On multiplie le nombre de points par 100. On trouve un R au carré égale à 0,9. Qu'est-ce qu'on remarque? Coefficient de détermination de un bon modèle. C'est un bon modèle. Là, je pense, c'est mauvais, hein. Je n'ai pas le droit de vous dire ça, mais je parle de best practice. Tu as le droit doubler les tests d'hypothèse statistique, car il y a assez de données. Je dis ça sur ma responsabilité, mais c'est mauvais. Il faut faire quand même un test d'hypothèse statistique. Tu fais ça avec Python. Hein. Stats, API. On conclut que le modèle est un bon modèle. 300 points. وما نشوفوش لاجستي Non. L'ajusté, en fait, tu regardes l'ajusté quand tu compares entre plusieurs modèles. Ah, la méthode Elbow.
La méthode du coude. Voilà. La méthode du coude. Non, ça c'est appliqué en ACP, pas en Camille. البو هي بدا الكود. Oui, et le beau aussi coude. واضح. Le beau coude. De déterminer le nombre, c'est ça, le coude. Et le beau coude. Déterminer le nombre exact de groupes pendant l'application d'un algorithme de segmentation. Le nombre exact. Non. C'est empirique. Jusqu'à maintenant, on est en 2020. Il n'existe aucune théorie mathématique qui donne le nombre exact des groupes. Il n'y a pas de théorie mathématique qui donne le nombre exact de groupes en Camille, en segmentation. Oh, c'est pas fléha, mais c'est empirique. Bon, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux appliquer vos méthodes. Ah, la méthode ELBO permet de déterminer le nombre exact de groupes pendant l'application d'un algorithme de segmentation comme KNN. Comment لازم مفهوم خاطر Attendez, en fait, nous avons une contribution de Asma en fait en ligne. Elle a dit Skouroubia et non. Ouais, bravo Asma. Skouroubia et non. Allez, on revient. Merci Asma. KNN, je mets KNN. Est-ce qu'on peut appliquer KNN en segmentation? KNN. une classification. Oui, donc c'est un piège. C'est faux. C'est un piège. هو ديجا البو ما تعطينيش ديجا نمبر اكزاكت. Non, il dit la question. KNN en segmentation. Oui, C'est faux. نحكي ابار سيجمونتاسيون زاد الميثود بيدا ما تعطينيش النمبر اكزاكت معناها الكائن. Par Oui, exemple, oui. classification. Oui. Non, mais la question, elle est fausse. La construction de la question, elle est fausse. Allez, on passe en fait. Ah, ça c'est un piège. Je vous donne en fait 3 courbes Brock de 3 modèles. Regardez, si toi tu traces la courbe Brock et tu obtiens en fait une courbe en dessous, c'est faux. La question elle est fausse. De la première bissectrice, tu peux jeter le modèle. Le modèle il est mauvais. Si toi tu traces la courbe Brock, tu trouves une courbe qui se trouve en dessous de la première bissectrice. Dans ce cas-là, au lieu d'appliquer du machine learning pour dire que le client est un bon client ou un mauvais client, peut-être que ça serait plus pratique d'utiliser en fait pile ou face. Tu commences à jouer avec le client. Donc ça veut dire que la prédiction du client, la prédiction du modèle, elle est très mauvaise. Oui. ROC, c'est Receiver Operating Curve. En fait, ça trace. Enfin, regarde le cours sur le WhatsApp. Ça trace. On représente le taux des trous positifs, c'est-à-dire le nombre des trous positifs, c'est-à-dire dans la matrice de confusion, on n'a pas 4 cases. Oui, trouve positif ou négatif. Ok, c'est quoi la précision? La précision, tu regardes ça. C'est quoi le rappel, le recall? Tu regardes ça. Quand tu prends, toi, les trous positifs divisés par la somme de la première ligne, je représente ça ici. Et en bas, nous avons quoi? Nous avons en fait les faux positifs. C'est quoi les faux positifs? Donc ça, divisé par tout ça, on peut obtenir la courbe. Wow. D'accord? Okay. Donc si toi tu obtiens une courbe en dessous de la première bissectrice, le modèle il est mauvais. C'est quoi maintenant le modèle idéal? C'est quoi le modèle idéal? Le modèle idéal, il donne en fait une courbe comme ça. Oh. C'est-à-dire une courbe qui fait ça. Une courbe qui fait ça. Ça c'est la première bissectrice. Y égale à X, première bissectrice. قاسم الزاوية. معناها كلها اي سي بون فهمت بون 0.5 لونغ 45 سي En fait, le modèle idéal, avec un modèle idéal, on obtient ça comme courbe Brock. Ça, c'est impossible, on ne peut pas obtenir ça. Sinon, un bon modèle, il fait ça. Il fait ça. Les modèles هذوما خايبين معناها. En fait, moi, j'ai fait exprès. J'ai choisi un cas vraiment désastreux. Regarde, parfois, tu trouves la courbe rouge au-dessus de la courbe verte. Parfois, c'est en dessous. C'est pour te perturber, toi, dans l'examen. Non, on ne peut pas conclure. Non, tu peux conclure avec le AUC.
اي بس يعني اخترت الكاتريم ريبونس. En fait, on ne peut pas conclure, il faut calculer les A et C. Les A et C, en fait, ce sont les surfaces sur les courbes. C'est facile, tu calcules juste la surface. Plus la surface sur la courbe est grande, mieux c'est. Ah, c'est bon. Écoutez, on va arrêter ici. Mais il y a 3 questions. En fait, 30. Ils m'ont dit peut-être ils vont utiliser la salle. Impossible. 3 questions. B. Il est déconseillé d'utiliser un encodage label encoder pour des variables quantitatives dans le cas de. KNS. Car ça introduit une hiérarchie, une certaine hiérarchisation. Donc, KNS. Afin d'obtenir cet arbre de décision, nous avons appliqué sur les variables qualitatives un encodage. Label encoder ou un hot encoder ou un autre encodage. Label encoder. Label encoder. Question 12. Les images, les vidéos, les sons, les commentaires sur les réseaux sociaux représentent des données non structurées. Ah, c'est une question dans la certification Deep Learning sur Coursera. Voilà. Et bon, je vais arrêter l'enregistrement. Non, c'est pas facile, quoi.